Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de présentation de DEFCON 1, durant laquelle je vais vous présenter les 6 blocs en présence. Ces blocs sont tous différents et disposent de leurs propres avantages et inconvénients. Le jeu propose 4 blocs principaux équilibrés entre eux, les USA, l'URSS, l'OTAN et les non-alignés. Il y a aussi 2 blocs plus modestes, équilibrés également entre deux, la Chine et la France. Vous pouvez donc également considérer que les 2 petits blocs ensemble valent un grand bloc. Il est donc facile d'équilibrer vos parties, même en nombre impair. Si les blocs sont équilibrés autant que possible et ont tous les mêmes chances de l'emporter, certains sont plus difficiles à jouer que d'autres et requièrent plus d'expérience. Je vais vous les présenter en commentant leur situation de départ, leurs perspectives d'évolution, leurs capacités technologiques et en vous donnant quelques conseils diplomatiques. Pour commencer, les USA. Leur situation de départ. Les USA disposent au début de la partie de territoires réduits, seulement 9. Cependant, les USA sont relativement excentrés par rapport aux autres blocs et sont protégés par la mer, ce qui peut les aider à se maintenir hors des conflits un bon moment. Leurs infrastructures sont déjà prêtes. Ils peuvent produire la plupart des armements conventionnels dès le premier tour. Mais d'un autre côté, ils ne disposent pas de réserves supplémentaires à exploiter sur leur territoire et doivent donc travailler immédiatement à conquérir des pays qui en disposent, de peur de se faire sérieusement distancer au niveau des revenus. Perspective d'évolution. Les USA peuvent jouer la carte militaire en conquérant les îles du Pacifique rapidement. Pour cela, ils peuvent profiter de leur suprématie sur les mers pour prendre de vitesse leurs adversaires. Côté politique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud semblent être des zones faciles pour fomenter des coups d'État et agrandir l'Empire américain pacifiquement, les autres blocs n'étant pas directement présents dans ces zones. Il est facile de s'y installer, mais attention à Cuba qui peut rapidement devenir la base avancée de l'URSS et ainsi menacer directement le cœur des USA. En parallèle, les USA doivent rapidement profiter de leur avantage technologique dans le domaine nucléaire, en acquérant le plus tôt possible 1 ou 2 silos pour mettre la pression sur leurs adversaires, notamment sur l'URSS. Mais n'oubliez pas qu'avec les règles de déclaration de guerre, le feu nucléaire ne pourra être déclenché qu'au 3e tour au plus tôt. De ce fait, si vous choisissez de vous en prendre directement à l'URSS, il faut être prêt à le faire tout d'abord de manière conventionnelle et en prenant garde de les isoler avec votre flotte. D'une manière générale, tournez-vous vers l'Amérique du Sud et les îles. Les USA sont une thalassocratie, une puissance maritime avant tout. Technologie. Les USA disposent de puissantes technologies. Déjà, ils ont la bombe A dès le départ. C'est un atout non négligeable, mais pas déterminant, vu les règles d'engagement qui font que vous ne pouvez pas lancer une bombe avant le 3e tour au plus tôt. Mais cela met une pression sur vos adversaires, et vous dispense de payer la recherche, ce qui est déjà très bien. La conquête spatiale permet de gagner une grosse masse de prestige au 5e tour, et ainsi de quasiment s'assurer l'initiative lors des phases de jeu, ce qui est primordial. Sans compter que vous pourrez être redoutable durant la phase de coup d'état. La conquête spatiale est également nécessaire au bouclier antimissile, une technologie qui vous permet de bloquer un missile nucléaire de chaque bloc par tour de jeu. Niveau armement, la technologie groupe aéronaval de combat est très puissante. Vous pourrez associer des navires entre eux pour augmenter leur efficacité et attaquer des pays côtiers en projetant des soldats. En économie, Wall Street est quasiment indispensable, sinon vous allez manquer de ressources en milieu de partie. Diplomatie. Au niveau diplomatique, les USA auront sans doute besoin de l'OTAN pour contenir l'URSS et les non-alignés, et surtout sécuriser son flanc Est. À eux de ménager leurs alliés européens et de savoir les dissuader de s'affranchir de la tutelle américaine. À moins que les ressources de l'OTAN en Amérique du Nord, facilement accessibles, ne poussent les USA à les trahir. Une alliance avec les non-alignés, dont les territoires sont assez éloignés de ceux des USA, peut aussi être une bonne option. Si vous êtes un diplomate habile, vous pouvez forcer l'URSS à se battre sur 3 fronts. Au niveau des coups d'État, c'est correct, mais tous les pays que vous pouvez cibler restent dans la sphère d'influence naturelle des USA. Il n'y a rien en Europe à part la RFA, en Afrique, Moyen-Orient, le seul pays que vous pouvez viser est Israël, et en Asie, la Corée du Sud. Par contre, le Pacifique et l'Amérique du Sud sont totalement accessibles via coup d'État. Les USA sont une faction à choisir pour ses capacités aéronavales et technologiques en général, et pour le challenge que représentent les ressources de départ et la délicate gestion de l'avance militaire qui peut conduire à être trop audacieux au risque de s'aligner l'ensemble des autres blocs. Les ressources abondantes des Amériques peuvent pousser à s'isoler du reste du monde, et ce serait abandonner la mission sacrée des USA, répandre la démocratie et le capitalisme. C'est un bloc parfait pour les débutants car assez excentré. Protégé et technologiquement opérationnel dès le départ et assez simple à jouer. Les joueurs confirmés pourront varier leur tactique au fil des parties
en tentant des approches atypiques comme une guerre avec l'OTAN ou alors une alliance avec l'URSS. L'URSS. La situation de départ. Faction disposant de beaucoup de ressources non exploitées sur son sol en début de partie, l'URSS devra faire de lourds investissements en construction et en recherche pour rattraper son retard, mais pourra rapidement atteindre un niveau de ressources très élevé. L'URSS se trouve au centre de la carte et elle est menacée de partout. Les USA ont le dessus sur le détroit de Bering grâce à leur flotte, mais s'ils ont le malheur de ne pas protéger le détroit, une escarmouche en Alaska leur ferait très mal. L'Europe et la Russie sont aux portes l'une de l'autre, et les non-alignés sont au sud. L'URSS est donc entourée d'ennemis potentiels, mais dispose de nombreux atouts pour s'en sortir. Beaucoup de ressources sur son sol, un arbre technologique puissant, et un char dès le départ en Europe qui peut faire la différence. Perspective d'évolution. Se doter de l'arme atomique peut sembler une priorité pour tenir les USA en respect en Extrême-Orient russe, sous peine de voir le Pacifique devenir une zone américaine. Mais attention dans les premiers tours de jeu à ne pas négliger l'armée rouge qui devra tenir son rôle et s'imposer en Europe occidentale. L'URSS est enclavée, il sera difficile pour elle de s'étendre, ce qui peut à moyen terme faire stagner ses ressources. Si la Chine n'est pas jouée, elle semble tout indiquer pour étendre le territoire de l'URSS sans froisser les autres grandes puissances. Si au contraire la Chine est jouée, on peut l'aider à se développer pour qu'elle contrôle la zone Asie-Pacifique face aux autres factions. A voir ensuite, en cas de succès, jusqu'où l'URSS peut laisser un empire asiatique prospérer à ses frontières. Mais rien n'empêche de désenclaver l'URSS en contestant l'hégémonie américaine et européenne sur les mers, en menant une guerre sous-marine à outrance, conformément à la doctrine de la flotte rouge, et pousser ainsi les USA à chercher d'autres terrains d'expansion que le Pacifique. N'oubliez pas que vos technologies politiques peuvent aussi vous aider à prendre l'ascendant. Technologie. On remarque d'entrée que l'URSS est la seule à disposer de la bombe nucléaire Tsar, la plus puissante du jeu. C'est à la fois une arme militaire mais aussi diplomatique qui peut tenir en respect vos adversaires. En économie, l'industrie lourde permet d'avoir des points de ressources supplémentaires pour l'achat de chars. La recherche coûte cher, mais si vous la couplez avec de nombreux complexes militaro-industriels, vous pourrez couvrir la carte de chars soviétiques. En armement, la torpille cheval augmente la puissance des sous-marins soviétiques en leur faisant passer un seuil critique. Un sous-marin d'attaque peut désormais couler un porte-avions. Niveau politique, la recherche KGB est très intéressante. Elle accorde un bonus sur votre G2D et la possibilité de les relancer. Ceci devrait vous permettre de désenclaver à coup sûr l'URSS. Le programme des illégaux vous permet de faire frapper vos agents partout dans le monde et de supprimer une valeur militaire n'importe où. C'est militairement intéressant, mais du point de vue diplomatique aussi. Diplomatie. Peu de pays sont accessibles au coup d'État. Mais l'URSS peut néanmoins miser sur certains pays lointains attirés par les lumières du communisme, comme le Venezuela, la Colombie ou l'Angola. Ceci pourrait constituer d'intéressantes têtes de pont capables de menacer les autres factions et d'augmenter ainsi le poids diplomatique de l'URSS, particulièrement vis-à-vis des USA en Amérique du Sud. D'une manière générale, vous n'allez pas être très populaire. Au centre de la carte, certaines de vos ressources sont accessibles aux autres blocs en une seule attaque. Vous êtes donc vulnérable. À vous de négocier et de commencer doucement. La bombe Tsar, quant à elle, peut aider l'URSS à mener à bien une diplomatie par la peur, tout comme le programme des illégaux. Une priorité est d'essayer d'éviter la guerre avec l'OTAN et les USA en même temps, à moins d'être alliés aux non-alignés et que ces derniers soient solides. Et n'oubliez pas que rien ne vous oblige finalement à faire des USA votre ennemi. Une entente cordiale avec eux pourrait vous permettre d'écraser un autre adversaire tranquillement. L'URSS est un bloc à choisir si on veut un empire d'un seul tenant, résistant, bien pourvu en ressources, mais a priori peu ouvert sur l'extérieur en début de partie. Difficile de s'étendre pour le joueur russe sans s'opposer aux autres factions. Mais de toute façon, apporter la révolution dans le monde entier est le but ultime de l'URSS, peu importe que ce soit par la diplomatie ou les armes. C'est sans doute le bloc le plus dur à jouer parmi les 4 blocs principaux, très enclavé, entouré d'ennemis dès le départ. Sans compter l'aspect historique et psychologique qui fait que l'URSS est souvent considéré consciemment ou non par vos adversaires comme l'homme à abattre, alors que l'OTAN et les USA ont tendance naturellement à bien s'entendre, donc à réserver plutôt pour les joueurs confirmés. L'OTAN. La situation de départ. L'OTAN est plutôt correcte en termes de revenus grâce à son vaste empire. C'est un bloc présent sur toute la carte, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Difficile par exemple de défendre l'Indochine, mais elle donne accès aux ressources de l'Australie et de la Chine. La position en Amérique du Nord sur des territoires riches est plus facile à tenir et ouvre la voie à une attaque contre les USA, qui ne l'oublieront pas et devront donc être bien disposés envers vous. Les possessions en Afrique sont menacées par les non-alignés et celles en Europe par l'URSS. Il faudra donc être vigilant et ne négliger aucun front. Les 2 frégates dont vous disposez au départ devraient vous aider à sanctuariser vos pays lointains.
Perspective d'évolution. Les quelques ressources pétrolières devront être rapidement exploitées et les quelques gisements encore apportés récupérés au plus vite par les armes s'il le faut. L'expansion pacifique, voire militaire en Afrique, semble logique. Attention cependant à ne pas provoquer de conflits inutiles avec les non-alignés trop tôt, mieux vaut attendre d'avoir pris l'ascendant technologique. Même si une tactique de prise éclair des ressources des non-alignés en début de partie est tout à fait envisageable, à condition que l'URSS se tienne tranquille sur le front Est. L'OTAN peut également se tourner vers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, avant que les USA n'aient complètement investi la zone. La question de l'Europe continentale est plus délicate. Rapidement, l'URSS et l'OTAN seront aux portes l'une de l'autre, et l'Europe pourrait redevenir un champ de bataille. Technologiquement, l'OTAN est bien placée sur les mers, mais l'accès à l'arme nucléaire et aux moyens de sa projection est plus lent que pour les USA et l'URSS. Mais ça paraît indispensable si l'Europe veut à terme pouvoir résister à l'URSS. La technologie. Bloc diplomatique par excellence, les bonus des technologies construction européenne qui vous protègent des coups d'État et réseau diplomatique européen qui vous permet d'empêcher un pays neutre de se faire attaquer devraient permettre de bloquer les velléités des adversaires les plus véhéments et d'en jouer lors de vos relations diplomatiques. A noter que l'OTAN dispose d'une technologie très intéressante, budget de recherche européen, lui permettant de disposer de fonds supplémentaires pour ses recherches technologiques et ainsi rattraper voire dépasser ses rivaux en armement et en prestige. Cette option lui permet en fin de partie d'être un bloc complet. Diplomatie. Avec les USA, deux possibilités. Soit une entente cordiale, voire une alliance comme le voudrait la logique, ou alors une émancipation totale, voire la guerre, pour prendre les territoires américains qui vous sont accessibles. Attention à l'URSS, elle a un char en face de vous dès le départ. Calculez bien, attendez qu'elle soit en guerre ailleurs pour lui sauter à la gorge, car si elle vous consacre toutes ses ressources en milieu de partie, cela risque de vous faire très mal. Les non-alignés peuvent être votre ennemi naturel vu votre placement réciproque. Mais après tout, pourquoi ne pas se partager l'Afrique pacifiquement ? L'OTAN peut fomenter des coups d'État sur de très nombreux pays, et ce sur absolument toute la carte. C'est une arme très puissante, et cela couplé à vos technologies diplomatiques, vous pouvez vraiment négocier et peser sur le jeu. Mais attention de ne pas trop asticoter les autres blocs en même temps, même si certains coups juteux peuvent être tentants. L'OTAN est un bloc à choisir pour le challenge d'être réparti sur la carte, avec des pays à protéger partout et loin de ses bases, et si on apprécie d'agir sur le jeu dans sa globalité par le biais de la diplomatie sans forcément recourir aux armes. La difficulté sera de bien choisir ses ennemis et alliés, et de ne pas négliger l'aspect militaire pour mener de front la construction d'un bloc européen et l'expansion de ses territoires sur les autres continents. Si la France est jouée en tant que bloc indépendant, l'OTAN est moins présente en Afrique. Elle gagne néanmoins de nouveaux territoires sur son propre continent, ce qui lui permet de former rapidement un bloc continental. Mais il faudra alors rapidement choisir entre s'entendre avec la France ou la contenir voire l'absorber. A vous de mener à bien le redressement de l'Europe pour en refaire le continent maître du monde qu'elle était auparavant. C'est un bloc à confier à un joueur qui maîtrise un peu le jeu, car le succès de l'OTAN repose sur une bonne utilisation de tous ses atouts, notamment le réseau diplomatique européen qui demande de la finesse et une vision d'ensemble pour pouvoir vraiment influer sur le déroulement du jeu. C'est un bloc idéal pour un joueur intermédiaire. Les non-alignés. La situation de départ. Technologiquement très en retard, mais disposant de territoires très riches à exploiter et de capacités de guerre asymétriques assez impressionnantes, les non-alignés sont loin d'être aussi faibles qu'on peut le penser. Vous êtes placé sur toute la carte, le long de l'équateur, ce qui vous met au contact de tous les autres blocs à part les USA. Les perspectives d'évolution. Les non-alignés pourront mener de rapides opérations militaires sur les nombreux pays neutres qui s'offrent à eux. Concurrencer les grandes puissances en se lançant dans une course à l'armement leur coûtera du temps et beaucoup de ressources, tout en sachant qu'ils ne rattraperont jamais ses adversaires puisque certaines technologies les plus avancées ne sont pas accessibles. Bien qu'une tactique de mise à niveau technologique soit parfaitement viable, les non-alignés peuvent aussi miser sur le nombre de soldats et leur capacité pour submerger les autres blocs. L'exploitation des très nombreux champs de pétrole et mines d'uranium à portée des non-alignés coûtera un peu de ressources en construction, mais garantit une rapide augmentation des revenus qu'il faudra être en mesure de défendre en investissant les gains dans une grande armée. En cas de guerre, les avantages que lui confèrent leur capacité hors noire devraient compenser les pertes infligées par l'avance technologique des autres blocs. En outre, leur présence sur toute la carte peut leur permettre de s'étendre sur des territoires que personne ne convoite. Une autre option militaire serait de traverser l'Atlantique pour essaimer en Amérique du Sud, si les USA sont trop occupés ailleurs, ce qui peut arriver si l'URSS est agressif. La technologie. Les non-alignés doivent faire des recherches supplémentaires par rapport aux autres factions pour avoir accès aux armements de base comme les chars et les navires. Bien que rapides et peu coûteuses, ces technologies doivent être faites assez rapidement, car sinon vous n'avez aucun moyen d'agir sur les mers. Et ce serait d'autant plus dommage que la recherche piraterie vous permet d'engranger des points de ressources pour chaque navire abattu, ce qui en cas de conflit global vous permet de maintenir l'effort de guerre à un niveau très élevé. La capacité kamikaze dont vous disposez dès le départ
vous permet de vous défendre ou d'attaquer efficacement sur Terre et couplé à la technologie Populace Armée, vous serez difficilement attaquable. Le nucléaire est très lent à développer chez les non-alignés, mais la capacité terrorisme de masse est réellement redoutable, car elle vous permet de faire usage du feu nucléaire sans déclaration de guerre et n'importe où sur la carte. La diplomatie. Diplomatiquement, les non-alignés peuvent être rapidement en conflit avec plusieurs blocs, attirés par leurs ressources en pétrole et en uranium, ou simplement irrités par l'expansion de cette troisième voie qui menace l'équilibre du monde. Attention donc de ne pas s'éparpiller en provoquant tous les blocs, car en cas d'alliance contre eux au départ, les non-alignés n'ont aucune chance. Au contraire, une alliance avec un bloc disposant de l'arme nucléaire serait de bon aloi. La technologie atomique, bien que plus longue et coûteuse que pour les autres blocs, peut être décisive en milieu de partie, et permet aux non-alignés d'user de leur arme de dissuasion et de négociation la plus puissante, le terrorisme de masse. Une alliance avec l'URSS est possible car leurs intérêts peuvent converger, notamment contre l'OTAN. Il peut être également intelligent de simplement se faire oublier, de se développer tranquillement sans faire de vagues, jusqu'à ce que vos adversaires se rendent compte que vos ressources et vos technologies atypiques vous ont doté d'une armée trop populeuse pour être contenue. A noter que le panel de pays où vous pouvez fomenter des coups d'État est très élevé et bien réparti. À vous d'engranger le prestige nécessaire pour les retourner facilement. Les non-alignés sont à choisir pour contrôler une faction étalée sur tout le milieu de la carte et pour le challenge du retard technologique. Grâce à leurs ressources et leurs possibilités d'expansion dans toutes les directions, tant par la guerre que par les coups d'État, les non-alignés peuvent faire de la troisième voie l'idéologie dominante, reléguant les nations communistes et du grand capital au rang de minorité. Les non-alignés sont un bloc puissant et plus facile à jouer qu'il n'y paraît. Les ressources très nombreuses, facilement accessibles, permettent de partir dans plusieurs directions et de changer de tactique si besoin. C'est un bloc très souple qui peut devenir très résistant et difficile à entailler. Les joueurs débutants pourront s'en accommoder sans souci s'ils prennent soin de se servir des technologies à disposition dès le départ. La Chine. La situation de départ. L'Empire du Milieu, très faible sur tous les plans au départ, n'est pas considéré comme un bloc à part entière. C'est dans un premier temps le vassal d'un autre bloc, dont il va dépendre, logiquement l'URSS. La Chine est pauvre en possession territoriale et technologiquement très en retard. Elle dépend entièrement du bon vouloir d'un allié en début de partie. Ses ressources sont limitées, mais son armée est tout de même à considérer car sa technologie masse paysanne lui octroie 3 soldats supplémentaires par tour. Les perspectives d'évolution. Dans un premier temps, il faut travailler à remettre sur pied une armée capable de défendre les territoires de la Chine, qui sont avantageusement protégés au nord et à l'ouest par l'URSS, et à l'est par l'océan Pacifique. Mais au sud, les non-alignés, l'OTAN ou la France peuvent rapidement devenir une menace. Dans les premiers tours, il faut rapidement s'étendre vers le Pacifique, les Corées, le Japon. Vous remarquerez que les territoires disposant de ressources sont soit loin de la Chine, soit appartiennent à l'URSS, son allié naturel. Si l'entente avec cette dernière est bonne, dirigez-vous plutôt vers l'Asie du Sud-Est et l'Australie, quitte à négocier un peu avec les non-alignés. Évitez d'être en guerre rapidement avec ces derniers et l'OTAN, car vous aurez normalement assez à faire avec les USA qui vont rapidement être à vos portes, surtout si l'URSS n'est pas suffisamment agressif dans le Pacifique. Mais si les non-alignés sont en difficulté, face à l'OTAN par exemple, soyez prêts à en profiter pour les dépecer de leur territoire en Asie et en Inde. La technologie. Au début de la guerre froide, la Chine ne dispose pas d'un système éducatif et scientifique performant, mais la grande faculté d'adaptation du peuple chinois lui permet de prendre à son compte et d'exploiter les technologies transférées ou volées. La capacité de transfert technologique lui permet de rapidement récupérer le fruit des recherches de tout bloc qui y verrait son intérêt. La faculté espionnage industriel peut encore accélérer le processus et faire rapidement de la Chine une nation technologiquement valable. La capacité grand bond en avant, bien que consommatrice d'hommes, permet de mécaniser rapidement l'armée chinoise en un court laps de temps pour réagir en cas de menace. Pour cela, il faut disposer de la production chinoise, qui vous donne accès à des versions moins chères mais moins puissantes des navires et chars. Mais la technologie des obus d'uranium appauvri permet à vos chars de devenir meurtriers et surprendront vos adversaires qui auraient le malheur de ne pas considérer vos unités à leur juste valeur. Les unités navales élaborées par contre ne sont accessibles que par l'achat à d'autres blocs, qui au passage ne manqueront pas de surfacturer ces équipements, ce qui en restera l'accès, sauf en cas de bonne entente avec l'URSS. Vos capacités nucléaires et balistiques dépendent du bon vouloir de votre bloc allié qui doit vous fournir ces technologies. Vos ressources limitées peuvent être augmentées grâce à la capacité économie socialiste de marché qui vous octroie des points de ressources supplémentaires si vous prenez soin de développer un bon tissu industriel. La diplomatie. Dépendante au départ d'un autre bloc, la Chine n'est pas obligée de rester éternellement inféodée à une autre faction et cherchera à se constituer un empire asiatique dans le Pacifique, au Japon et pourquoi pas jusqu'au Moyen-Orient. À moins qu'elle ne s'en prenne à l'URSS si celle-ci ne se montre pas assez généreuse. La Chine ne peut s'affirmer qu'en fin de partie, après avoir loyalement servi les intérêts d'un autre bloc, a priori l'URSS, bien qu'une alliance avec les USA soit envisageable à moyen terme.
Sa capacité de produire des unités moins chères et moins puissantes compense ses faibles revenus. Attention à ne pas s'affirmer trop vite comme une puissance indépendante, car quitter le giron de sa faction sœur en fait une proie facile pour les autres. La Chine est la nation la plus faible en coup d'État. À part quelques pays asiatiques et l'Albanie dont le communisme est proche de celui pratiqué en Chine, vous n'avez accès à rien. Difficile donc de peser dans le jeu diplomatique autrement que par les armes. C'est donc au bout du fusil que vous pourrez faire renaître le glorieux empire du milieu. C'est une faction à choisir pour le style de jeu atypique, exigeant de collaborer, voire de s'inféoder à une autre nation, en attendant de pouvoir faire le choix de s'affirmer comme une puissance indépendante. C'est un petit bloc qui convient bien à un débutant, car naturellement épaulé par une autre faction, souvent l'URSS, qui elle sera idéalement confiée à un joueur lui-même confirmé. De plus, la Chine est facilement défendable, mais elle peut devenir un vrai challenge pour un joueur confirmé à partir du moment où vous décidez soit de vous débrouiller seul, ou de manipuler l'ensemble des autres factions en vous inféodant au plus offrant à chaque tour. Une stratégie lucrative, mais très risquée. La France, situation de départ. Disposant de faibles ressources et étalée sur toute la carte, la France est un bloc faible et vulnérable qui pourrait se faire mettre rapidement en pièces. Coincée entre l'OTAN et les non-alignés, elle a néanmoins accès facilement par la guerre à des pays neutres bien pourvus en ressources, tant en Afrique qu'en Asie. Les perspectives d'évolution. La France doit se concentrer dans un premier temps sur la création de bonnes relations avec l'OTAN et entreprendre la conquête du continent africain qui s'offre à elle, ce qui ne sera pas facile, vu la suprématie des non-alignés en termes de ressources. L'Asie du Sud-Est et les îles australiennes sont également des possibilités d'expansion, par pourquoi pas les Amériques en cas de coup d'État réussi sur le Québec. Ces revenus doivent donc grimper rapidement pour permettre à la France de s'équiper correctement militairement. Elle doit pour cela investir dans le pétrole et agrandir ses territoires outre-mer par des coups d'État judicieux ou par les armes. Le continent européen peut faire l'objet d'une âpre lutte de l'ombre entre les influences de l'OTAN et celles de la France, cette dernière pouvant peut-être obtenir quelques territoires, quitte à pactiser avec le diable russe. Militairement, la France a la capacité scientifique de se doter d'une puissance armée bien équipée, mais cela lui coûtera cher. Technologie. La France est un bloc disposant de puissantes technologies militaires. Les chars Leclerc sont surpuissants et les missiles Exocet donnent un avantage à la marine française, qui pourra se révéler déterminant pour peu que les navires français soient suffisamment nombreux. Pour payer tout cela, les capacités puissance coloniale vous fourniront des ressources à chaque conquête, et la capacité légion étrangère vous fournira des fantassins gratuits toujours en cas de conquête, pour vous permettre d'en faire d'autres par ricochet. Vous l'avez compris, le bloc français est tourné vers la guerre, seul capable de lui fournir des ressources supplémentaires. À vous de faire en sorte que la France retrouve sa grandeur et sa place dans le concert des nations. À choisir pour le plaisir du challenge d'une petite faction qui, contrairement à la Chine, est ouverte sur 3 continents, tout en ayant la possibilité d'être plus rapidement indépendante que celle-ci, et qui n'a pas autant de possibilités de se faire aider. C'est clairement le bloc le plus dur à jouer. Peu de ressources, pas d'alliés naturels, nécessité de faire des conquêtes sans pour autant s'aligner les grands blocs, à confier exclusivement à un joueur expérimenté et motivé par le challenge.